des femmes irakiennes qui ont vécu sous l'État islamique. D'après un rapport d'Amnesty International, les femmes irakiennes soupçonnées d'avoir entretenu des liens avec l'État islamique lorsque celui-ci contrôlait un tiers du pays sont victimes de violations des droits de l'homme. Elles vivent exclues de la société irakienne dans des camps de population déplacés, où elles sont la cible de chantage et d'abus. Lire aussi, après 3 ans de combat, l'Irak déclare la fin de la guerre contre l'État islamique. En janvier 2018, soit plus d'1 an après la fin du conflit pour reprendre les territoires occupés par l'État islamique, 2,6 millions de personnes vivaient encore dans des camps de personnes déplacées d'après le rapport. Il s'agit en grande majorité de femmes et d'enfants. En effet, les hommes sont nombreux à être décédés pendant le conflit. Beaucoup d'entre eux ont également été victimes d'arrestations arbitraires par l'État irakien et sont aujourd'hui détenus ou victimes de disparitions forcées, estime Amnesty International. À l'origine, nos chercheurs voulaient faire un rapport sur les familles irakiennes déplacées à cause des opérations militaires contre Daesh. Sur place, ils se sont rendus compte que les familles soupçonnées d'avoir entretenu des liens avec Daesh sont plus susceptibles que les autres d'être victimes de graves abus, raconte Nina Walsh, chargée de campagne conflit armé chez Amnesty International France. Les enquêteurs ont rencontré 92 femmes dans 8 camps. Les raisons qui les amènent à être suspectées de liens avec l'État islamique sont diverses et parfois floues. Elles peuvent être liées au rôle joué par un homme de leur famille, proche ou lointaine, qui aurait servi l'État islamique. Néanmoins, cette définition est plus subtile, fait remarquer Nina Walsh, qui souligne qu'aucune des 92 femmes interrogées par Amnesty International n'a été inculpée d'actes criminels. D'une part, il était difficile pour les hommes vivant dans des territoires occupés de ne pas avoir du tout affaire à l'État islamique. D'autre part, les femmes avaient rarement leur mot à dire dans les décisions de leur mari. Si votre mari était avec l'État islamique, il vous forçait à l'accompagner. Quand il meurt, vous êtes puni pour lui, témoigne Farah, 18 ans, dans le camp Jeddah 6. Lire aussi, Djamila Boutoutaou, première djihadiste française condamnée à perpétuité en Irak. À l'issue du conflit, ces femmes et leurs enfants ont du mal à quitter les camps de personnes déplacées dans lesquels elles ont trouvé un refuge tout relatif. En effet, il leur est particulièrement difficile, voire refusé, d'acquérir les papiers d'identité requis. Je n'ai pas de carte d'identité. Personne ne nous autorise à en avoir une. Ils disent que les familles de l'État islamique n'ont pas de droit à Relatma, qui vit dans le camp d'Ama al-Ali. Certains camps, comme celui d'Al-Shahamao où vivent 180 familles, s'apparentent à des centres de détention. Il est impossible de le quitter sauf dans le cadre d'un rendez-vous médical, escorté par un officier de police. D'après les travailleurs sociaux et humanitaires d'Al-Shahama, il est possible d'être libéré à condition de passer une série de tests et de vérifications menés par les forces de sécurité irakiennes, les autorités locales et tribales des lieux de naissance des femmes, et par le commandant des opérations de Salah al-Din. Au total, réunir toutes ces approbations peut prendre plus de 18 mois. Celles qui parviennent à quitter les camps ont également du mal à retourner dans leur village ou région d'origine, car elles en sont chassées par les autorités locales ou la communauté. Le rapport évoque par exemple des inscriptions d'échis sur leur maison. Certains villages autorisent les femmes à revenir mais refusent leurs enfants, notamment les garçons, par peur qu'ils deviennent des combattants de l'État islamique, ajoute Nina Walsh. À l'intérieur des camps de personnes déplacées, les femmes accusées d'être des déchis et leurs enfants n'ont pas le même accès à l'aide humanitaire, à l'eau et à la nourriture que les autres. Il y a des discriminations systématiques. Les secteurs dédiés aux familles liées à l'État islamique sont considérés comme non prioritaires lorsqu'on distribue de la nourriture, témoigne un membre d'une organisation humanitaire internationale. Certaines femmes disent aussi être empêchées d'avoir accès aux soins médicaux. À la clinique, les infirmières se sont passé le mot, elle vient d'une famille de l'État islamique, ne lui donnez rien. Mon fils est diabétique et une seringue coûte 100 000 dinars irakiens. Où est-ce que je les trouve ? Déplore Nour, âgé de 26 ans. Lire aussi, la délicate situation des femmes djihadistes faites prisonnières chez les Kurdes syriens. À travers le chantage des forces de sécurité ou des gardiens, elles sont également victimes d'harcèlement et d'exploitation sexuelle pour obtenir de la nourriture, des papiers, ou une compensation monétaire.
Cette pratique a été confirmée et décrite à Amnesty International par 26 travailleurs humanitaires et par 19 femmes présentes dans les camps. 9 d'entre elles au moins affirment avoir personnellement subi des pressions ou des moyens de coercition pour avoir des relations sexuelles avec des hommes. Tala, 28 ans, raconte avoir fini par accepter d'avoir des rapports sexuels avec une quinzaine d'hommes afin d'être autorisé à quitter le camp et de recevoir de l'argent. J'étais forcé de coucher avec des membres de la coalition car j'avais besoin de tous les dinars que je pouvais avoir, raconte-t-elle. Lorsqu'on lui demande si elle se sent en sécurité dans le camp, Dana répond « Je suis comme un cerf en pleine jungle, avec tous ces tigres et ces lions autour de moi ». Pour Nina Walsh, il s'agit d'une punition collective extrêmement humiliante, qui empêche la réconciliation nationale et risque d'être le terreau d'un futur conflit. En effet, les enfants victimes de ces discriminations risquent de développer un ressentiment certain à l'égard des autorités irakiennes. Les enfants n'oublieront jamais avoir vu leur famille humiliée, fait remarquer Maha. Les élections législatives de mai, dans la perspective desquelles les camps de personnes déplacées seront fermés, sont l'occasion pour le gouvernement de mettre fin à ce cycle de conflits, en cessant de stigmatiser une partie de la population pour éviter d'encourager des tensions futures, conclut Nina Walsh.